il y a tout juste 50 ans. En 1973, au 26e Festival de Cannes, c'est Robert Zemeckis qui a remporté le Grand Prix, avec son film The Lift. On y voit Stanislas Guerini aux prises avec un ascenseur désagréable et ça se passe plutôt mal. Encore plus mal que pour Madame Musquin dans Le Père Noël est une ordure. Et là, en plus, pas de trompette en plastique. Mais on vous l'avoue, ce n'est pas Stanislas Guerini qui joue dans The Lift, qui était un court-métrage d'étudiant de Zemeckis produit par son école, l'USC, University of Southern California. Et The Lift a été sélectionné à Cannes et a remporté ce Grand Prix. Pour être exact, le Grand Prix du Président de la République, au 26e Festival international du film amateur de Cannes 1973. Mais voilà, ce n'est pas de ce festival de Cannes-là que nous sommes censés parler. Et donc, 4 mois plus tôt, c'était le 26e Festival de Cannes. Son affiche était moche, comme toujours à l'époque, la présidente du jury était Ingrid Bergman et elle avait à cette occasion découvert Stone et Chardin grâce à Michel Drucker. Ça ne vous donne pas envie de chanter, Ingrid Bergman ? Et elle avait décerné la Palme d'Or, qui n'en était pas une, puisqu'elle s'appelait alors Le Grand Prix, ex aequo à 2 films, un peu oubliés de nos jours, L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, et encore plus oublié, La Méprise de Alan Bridges. Je ne sais pas si les féculents sont très recommandés. Et si le festival 1973 est resté dans les mémoires, c'est surtout grâce à 2 autres films qui, eux, n'ont pas du tout plu à la présidente du jury, en l'occurrence La Grande Bouffe de Marco Ferreri et La Maman et la Putain de Jean Eustache. Et il y avait également en compétition, et là pour le coup vraiment oublié, on ne se souvenait même pas de son existence, Jeremy, d'Arthur Baron. Mais non, pas oublié par tout le monde. En effet, une étude universitaire du docteur Brian G. Kilmartin, intitulée « La timidité et l'amour, causes, conséquences et traitements », avec plein de graphiques compliqués dedans, s'est penchée sur le cas de ce Jeremy, un de ces films qui raconte une histoire d'amour avec des hauts et des bas, entre 2 adolescents timides, et à la fin c'est triste et on pleure en sortant, et ah, c'est ça que vous appelez vous distraire, comme disait mon grand-père en 1942 au sujet du voile bleu avec Gaby Morlet qui est très triste aussi, mais c'est une autre histoire. Bref, le docteur Gilmartin a noté que Jérémie était le film le plus vu et revu par les garçons timides qui se reconnaissaient dedans. Certains ont vu Jérémie 86 fois, nous une seule, et comme on l'avait complètement oublié, donc on ne sait plus si on avait pleuré à la fin. Et en compétition, on avait aussi pu découvrir Electra Glide in Blue de James William Guercio, resté plus connu comme le producteur de Chicago, le groupe, quand il prenait soin de se looker Phil Spector. Et grâce à Electra Glide in Blue, James William Guercio a pu devenir membre du club des réalisateurs n'ayant tourné qu'un seul et unique film, aux côtés de Charles Laughton et Guy Lux. Ça n'a pas empêché Chicago, le groupe, de brillamment continuer sa carrière, puisqu'ils en sont en 2023 à leur 2434e concert, c'est marqué là, et on se souvient que le jour de la projection d'Electra Glide in Blue, un imbécile s'était mis à gigoter et s'était planté devant l'écran pendant le générique de fin, et ça nous avait agacé parce qu'on ne pouvait plus rien lire. C'est bête comme on se souvient parfois de trucs pas très importants. Toujours est-il qu'on lit sur ce générique les noms d'une bonne moitié des membres de Chicago qui font de courtes apparitions dans le film. Particulièrement à la fin, Terry Kass, le guitariste, que Jimi Hendrix avait publiquement appelé le meilleur guitariste de l'univers. Mais Terry Kass n'a pas eu trop le temps de s'améliorer encore, puisqu'il est mort en se collant, pour s'amuser, un revolver sur la tempe, et c'est bête, il était chargé. Ah, c'est ça que vous appelez vous distraire, comme disait mon grand-père. Alors, pour citer tout de même quelques films restés célèbres présentés cette année-là, il y avait Cris et chuchotements, ou La Nuit américaine, hors compétition, et Aguirre, la colère de Dieu, de Werner Herzog, à la quinzaine des réalisateurs, et de la réalisatrice, puisque sur les 28 films présentés à la quinzaine, il y en avait un co-réalisé par une femme, en l'occurrence Leçon d'histoire de Daniel Lhuillier, et Jean-Marie Straub. Un film dont les longues déambulations en automobile dans les rues de Rome ont été fort appréciées lors de sa projection. Et on ne s'en lasse toujours pas. Jusqu'à un certain point tout de même. Alors, à propos d'automobile, une arrivée en cours de festival avait été très remarquée, celle de Diana Ross, venue spécialement pour la projection du film où elle jouait le rôle de Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Toutefois, ce n'est pas une dame, mais un monsieur,
qui avait été physiquement le plus présent sur la croisette en 73. Certes, c'était un monsieur en osier, en anglais Wickerman, mais on ne pouvait pas le rater, puisque pendant toute la durée du festival, un Wickerman géant avait été installé devant l'hôtel Carlton sur la hauteur de 3 étages, et il était là pour faire la promotion de The Wickerman, le fameux film psychédélico-folklorico-occulte de Robin Hardy avec Christopher Lee. Enfin, fameux, en 73, c'était une façon de parler, parce que personne ne savait encore de quoi il s'agissait, puisque le film n'était en réalité pas projeté à Cannes. Il n'était même pas terminé. Et depuis, The Wickerman a obtenu le statut très chic de film culte, et encore plus chic de film maudit. Il a même inspiré une berceuse à Iron Maiden. Et attention, The Wickerman a eu la chance de susciter un remake avec Nicolas Cage, histoire peut-être de prouver qu'il est réellement maudit. Notons néanmoins que, à Cannes en 73, on avait un peu l'impression que le film le plus important de l'année s'appelait Girls Are For Loving, présenté au marché du film, et pour lequel on avait multiplié les publicités dans les journaux corporatifs et les apparitions de sa vedette Sherry Cafaro devant les photographes. À l'époque, Sherry Cafaro espérait que le personnage de Ginger, l'héroïne de Girls Are For Loving, allait devenir encore plus célèbre que James Bond et Brigitte Bardot réunis. Du reste, Sherry avait remporté haut la main un concours de sosie de Brigitte Bardot à 15 ans. Et elle avait gagné comme ça une glace chez le meilleur glacier de Los Angeles. Et du coup, un reportage lui avait été consacré dans Life. Ah ça, c'est un bon début de carrière, c'est indéniable. Et en tout cas, là, en 73, Sherry en était au 3e épisode des aventures de Ginger. Le premier film s'appelant Ginger, tout simplement, et le deuxième, The Abductors. Mais bon, tout cela n'a pas aussi bien pris qu'elle espérait. Ça n'a pourtant pas été faute de se donner du mal. Et Sherry Cafaro, et c'est bien là le seul point commun qu'on lui a trouvé avec Arnaud Montebourg, est devenue apicultrice à Hollywood, et si vous voulez lui acheter du miel, l'adresse est là, on vous laisse le temps de noter. Parce que nous, là, on a fini. Dites donc, j'avais jamais remarqué que Iron Maiden, ça rimait avec Stone et Chardin.